Je vous l'avais dit que je la sortirais cette année, et ben voilà, c'est chose faite. Chose faite un petit peu tardivement, mais en même temps ça me faisait marrer de la sortir un 31 décembre. Vous allez donc regarder nos collections DVD et Blu-ray partie 3 avec Alexandre. Cette partie 3 qui devait sortir depuis 2 ans. La raison pour laquelle je ne l'ai pas sortie depuis 2 ans, c'est parce que j'ai eu un blocage, un gros blocage sur le fait que notre micro s'était désactivé et que donc, pour cette partie 3, le son était celui de la caméra, et donc un son bien moins qualitatif. Et c'est toujours le cas, le son que vous allez entendre est celui de la caméra, et il est donc bien moins qualitatif qu'un bon son de micro. J'ai essayé de l'arranger désespérément, mais après je ne suis pas mixeur son, donc je ne sais pas si j'ai fait un bon travail, il y aura tout de même cet écho. Ça, malheureusement, je ne peux pas l'enlever, mais j'ai essayé d'égaliser nos voix parce qu'Alexandre parle beaucoup moins fort que moi, donc ça a été assez compliqué. J'espère que le rendu vous conviendra. Je m'excuse de ne pas avoir sorti cette partie 3 bien plus tôt, je m'excuse d'avoir eu ce blocage peut-être un peu stupide, voire totalement stupide, je sais pas, je suis vraiment désolé, mais le fait est que maintenant, cette partie 3, elle est là, et que en plus, il y a une surprise, c'est que cette partie 3 ne sera pas la dernière partie. Et ouais, parce que il me reste encore beaucoup de minutes de rush qui pourront constituer une 4e vidéo qui sera la partie finale pour le coup. Et cette 4e partie, elle ne mettra pas 2 ans à sortir. Ça, je vous le promets, elle sortira courant 2026 pour sûr. Sur ce, j'espère que cette 3e partie va vous plaire. J'ai voulu faire un montage dynamique, mais qui mettait en même temps bien en valeur les nombreuses éditions Blu-ray que nous présente Alexandre. J'espère que je suis arrivé à faire tout cela. J'espère que ça va vous plaire. On espère que ça va vous plaire. Et on vous souhaite un bon visionnage, ainsi que une bonne année. Parce qu'on est quand même le 31. Et qu'après le 31, c'est le 1er janvier. Et que le 1er janvier, c'est le premier jour de l'année. Bon, allez, je vais me taire. Et vous laisser regarder cette fameuse partie 3. Et même pour cette pré-intro, j'ai foiré mon éclairage. C'est pas possible. Mike Flanagan, Dr. Sleep. Mike Flanagan, l'un des meilleurs auteurs de l'horreur actuellement. Et Serment de minuit et The Hunting of Hill House. T'aimes Mike Flanagan, vraiment c'est ça. The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor, Midnight Mass du coup. Il a fait beaucoup de séries et peu de films, mais quand il fait des films, ça donne Dr. Sleep, qui est une très très bonne suite à Shining. Une très bonne suite à Shining. Dr. Sleep pour moi c'est vraiment le parfait juste milieu entre un truc très auteuriste et très fidèle à l'œuvre de Kubrick et un truc un peu plus roller coaster de l'horreur. En fait, je pense que vous le savez, que Stephen King n'est pas du tout Shining, c'est très connu. Et en fait, il a réussi à parfaitement marier une suite à Shining, le film, et une suite à Shining, le livre. Alors, Dr. Sleep de base est une suite qui est déjà écrite en livre. Oui, qui est déjà existante. Qui n'est pas très très appréciée, mais il a réussi à en faire un film qui en plus traite super bien du mythe du vampire, qui le renouvelle réinvente bien, et il l'a aussi bien réinventé avec Serment de minuit. Ouais, Serment de minuit, voilà. Vraiment maté. On va mater toutes ces séries. Même Midnight Club, qui est un peu sous-côté, Midnight Club. Bah moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé ça... Je suis déçu qu'il n'y ait pas de saison 2. Alors pas de saison 2, mais un truc intéressant qu'il a fait, c'est qu'il a écrit sur Twitter un énorme pavé pour dire ce que serait la saison 2. Et donc on a la fin, on sait la fin de Midnight Club quand même. Under the Silver Lake. Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui n'a pas réalisé de film depuis, si. Non. Ouais, c'est son dernier film en date, donc 2018. Ouais. Moi, ce film, je l'avais adoré. Quand je l'avais vu, j'avais dit waouh, chef-d'œuvre. Et puis au final, je trouve que c'est juste très bien. Bah écoute, moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça un chef-d'œuvre. Et je l'ai revu encore, et c'est toujours un chef-d'œuvre, vraiment. Under the Silver Lake, c'est un mélange entre du Hitchcock, du Lynch, de plein d'inspiration, mais qui arrive à trouver sa propre boîte dedans. Et il arrive à faire une sorte de labyrinthe mental avec le personnage Andrew Garfield qui est super drôle, qui est un loser, qui se balade dans Los Angeles pour trouver une meuf qu'il a rencontrée un soir et qui a disparu. Andrew Garfield joue très bien, et en plus de ça, c'est vraiment drôle, vraiment inquiétant parfois. Comme tu disais tout à l'heure, pour beaucoup de films, c'est un vrai mélange de genre le film. Ouais. Il va en faire... C'est vrai que ça cite quand même vraiment beaucoup Hitchcock et Lynch, quoi. Il y a sûrement d'autres inspirations, mais... Ah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pas le réalisateur de l'excellent It Follows. It Follows, ouais. Voilà. Et son premier film aussi est bien, c'est The Myth of American Sleepover. C'est sur une dernière soirée d'étudiants qui viennent de finir les cours, quoi. Ok. Et c'est cool, c'est vraiment bien. On va prendre les Make My Day, donc c'est des éditions de Jean-Baptiste Toré.
Ah, quel beau prénom. Et donc Jean-Baptiste Toré qui est un mec super fort en cinéma. Non, c'est pas un star du cinéma d'ailleurs, il a écrit un bouquin sur Michael Mann il y a pas longtemps. Ok. Et donc il a une collection chez Canal+, qui s'appelle les Make My Day, où il ressort des vieux films, pas forcément en 4K, mais il y a toujours Blu-ray plus DVD normalement, si je dis pas de bêtises. Il a sorti Le Grand Silence de Le Grand Corbucci, Silence. et donc il l'a ressorti aussi en 4K, mais ça c'est pas des éditions 4K, c'est des éditions Blu-ray plus DVD. Ok. Donc Seul pour l'Assassin, c'est le même réalisateur que les autres films, donc c'est Mario Bava. Mario Bava, ouais. Donc ça pour le coup c'est un peu considéré comme étant le premier vrai giallo. Ok. Parce qu'il y a eu d'autres trucs avant qui sont La fille qui en savait trop, Les trois visages de la peur, où dans les trois visages de la peur t'as en fait c'est un film à sketch. Ok. Donc t'as un des sketchs qui est, pareil, les prémices du Jello, mais le vrai Jello comme on le connaît maintenant, c'est Seul pour l'Assassin qui l'a vraiment lancé. Et c'est un super bon film qui... C'est une très belle édition. C'est une très belle édition. C'est un super bon film qui va jouer sur le tueur, et qui en fait, il n'y a pas forcément de perso principal. En fait, c'est un jeu de pistes pour savoir qui est le tueur, et en même temps, on voit beaucoup de femmes se faire massacrer. Assassiné, quoi. Massacrer. Et le tueur dégage lui une classe de fou, le film est vraiment bien. Et De la morte, de la morte. De la morte, de la mort. C'est pareil, un film italien de Michele Saovi, et bah c'est un de mes films préférés aussi. Parce que Ok, c'est un film- je savais pas du tout ça, tu m'en as c'est jamais un- parlé. Non, c'est un film totalement fou dans ce qu'il fait. Pareil, ça va mélanger la comédie. En fait, c'est tiré d'un comics, si je fais pas de bêtises, Ok. et ça va. D'un vieux comics, parce que Ouais. le film est pas tout récent. Non, c'est pas un film tout récent. Beaucoup le considèrent comme étant un peu le chant du cygne du cinéma de genre italien. C'est vrai que c'est un film qui va mélanger, tu vas avoir de l'horreur, tu vas avoir de l'humour, beaucoup d'humour, un personnage. On y revient, mélange des genres. C'est un gros mélange de genres dans tous les sens du terme, mais c'est un film complètement fou, avec un personnage principal qui est très très charismatique et vraiment drôle. C'est le genre de mec avec la clope au bec et tout. Et la fin te met Une giga clacasse. une claque dans le sens où tu comprends pas tout. Mais du coup, c'est intéressant à analyser. Mais c'est un super bon film. Ça, c'est une édition Artus. Un autre giallo, donc La Dame Rouge tue à 7 fois. Donc on reste dans l'essence du giallo, donc c'est-à-dire un film effectivement très esthétique. Alors même si je l'avais trouvé un poil décevant sur son traitement du décor, au début du film on te vend un gros château, un gros manoir où tu te dis ok c'est là-dedans qu'il va se passer vraiment les meurtres, donc t'as une ambiance qui se dégageait directement du film, en plus t'as une histoire de malédiction et tout qui fait que t'as un truc qui se crée au tout début du film, pour après un peu l'enlever et L'affiche est revenir sur la fin, sublime, en ouais. tout cas. Et la musique aussi est sublime. Et on y revient un peu sur la fin dans le château et tout, et là le climax. Donc t'aurais aimé pas une meilleure, mais plus d'utilisation de ce décor. Ouais, en fait. le décor en fait promettait quelque chose, même le truc de malédiction promettait vraiment quelque chose. C'est traité, mais ça aurait pu aller plus fort et encore plus à fond dans le délire. Mais c'est vraiment un bon film. On n'a pas vu non plus, du coup. Maintenant, on passe au Shaky Film. Shaky Film, oui. Yeah. Le Shaky Vas-y, Film. fais un chant de gloire. C'est décevant. On reste sur Bava toujours, hein, parce qu'ils ont fait pas mal d'éditions de Bava. Tu es donc un grand fan de Bava. Ouais, j'aime beaucoup. Et ça me donne très envie de découvrir le cinéma de Bava. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, ça c'est Les Trois Visages de la Peur, qui est du coup en édition Ultra HD. Et donc là pour le coup, c'est ce que je disais, c'est un film à sketch, donc 3 sketchs. Un qui est Les Prémices du Giallo, un autre qui est une sorte de film de monstre, de film de loup-garou un peu, de créature, pas forcément de loup-garou, mais de créature. Et un autre film de fantôme, qui fait vraiment flipper. Mais ça n'a pas ce côté désagréable de film à sketch où t'as l'impression que c'est juste des sketchs qui Non, se c'est- suivent. Non, il y a quand même. Non, parce que c'est... Il y a une relation entre les sketchs ou pas Non. du tout? Bah, le seul truc, c'est que c'est 3 histoires d'horreur, Ok. mais qui marchent vraiment bien. Alors la deuxième, un pour les vieillis quand même, on va Mhm. se cacher, c'est un peu le vieilli. La première et la dernière, elles sont vraiment top. Ok. Et La Rue des Vikings, du coup, qui est un autre bavard, mais qui n'a rien à voir avec ce que le monsieur fait de base, c'est que c'est un film de vikings. Donc déjà, un film de vikings italien, c'est pas tout le temps. Et donc... L'édition est trop belle. Ouais, les éditions de Shaky Film, elles sont superbes. Et le film, en fait, c'est une histoire assez classique. En vrai, il n'y a pas de grande surprise dans l'histoire, mais il va surtout tirer son avantage de ses visuels et de ses décors. Mhm. Et là, pour le coup, il y a un vrai travail dessus, quoi. C'est pas l'histoire dessus qui va vraiment vous passionner, c'est plus l'ambiance, les décors, et là, il y a un vrai gros travail dessus, quoi. Frisson d'horreur. Donc que des films que j'ai pas vus pour le moment, mais bon, c'est intéressant en soi. Frisson d'horreur. C'est un film qui, pareil, je sais pas vraiment si on peut le considérer aussi comme étant un giallo, mais c'est pour le coup un véritable thriller italien, quoi. Alors là, je peux pas vous montrer. Ouais, il y a un cul. Il y a un cul, il y a des gens à poil, je peux pas vous montrer Le malheureusement. film est assez cru, il est assez... Après, oui, le giallo, on n'a pas dit, mais le giallo, on n'a pas vraiment présenté le genre, mais c'est un mélange entre thriller, horreur, policier et parfois érotisme. Et la musique de ce film est signée par Ennio Morricone. Ouais, voilà. C'est quand même bon à savoir, Et, parce que c'est un grand. Et il y a un travail sur le montage qui est fabuleux, un travail sur la chaleur, parce que ça passe en Italie en plein été. Rome, année 1970. Et ben, c'est un putain de travail sur
le soleil, sur la chaleur, sur genre presque l'impact du soleil sur les crimes et tout. Et donc il y a un travail sur le montage qui est fantastique. Vraiment. Ok. Evil Dead Trap, que tu n'as pas vu non plus. Qui n'est pas du coup un film Evil Dead par Sam Raimi. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux films totalement différents en fait. C'est des films, c'est des films japonais. L'un pour le coup, un premier, c'est plus un pas un slasher, hein, mais c'est une histoire un peu, c'est ça, de jeunes qui vont dans une sorte d'usine désaffectée ou un endroit désaffecté et qui se font massacrer les uns plus les autres par un tueur. Et le deuxième, c'est une histoire de tueuse en série, plus dérangeante, plus bizarre, et c'est des films qui... En fait, je les ai matés avec Nils, qui, lui, est assez en dehors pour le coup. Ah, il a pas aimé? Ouais, c'est des films qui peuvent vraiment pas parler à tout le monde, parce que c'est vraiment très particulier. Mais si on rentre dans le délire, il y a ce côté vraiment fun dans le premier de chasse, de massacre un peu, un jeu de massacre qui se laisse bien regarder. Dans le deuxième, c'est plus un côté dérangeant parce qu'on suit un peu une malade mentale. C'est aussi très intéressant. Un film que tu as vu. Ouais. Et que j'ai beaucoup aimé, Laisser bronzer les cadavres de Hélène Caté et Bruno Forzani. Voyez ce film, c'est génial, et le découpage monstrueux. Donc, ce duo, donc c'est un couple, hein. Ils sont très très forts pour ce qui est mis en scène. Alors c'est des gros fans de Giallo. Ça se voit, ça se sent surtout dans leur précédent film qui s'appelle L'étrange couleur des larmes de ton corps. Leur nom de film. Le nom est stylé. Ça c'est tiré d'un bouquin. Je sais pas pour L'étrange couleur des larmes de ton corps, je crois pas, mais en tout cas lui c'est tiré d'un bouquin. C'est un film qui en tout cas lui va mélanger le Giallo avec le western, avec plein de genres. Avec mais c'est fou, le film est trop bien. C'est étalonné de manière très contrastée, couleurs vives. Même un peu crasse par moment. Ouais, c'est ça, et donc le film a un vrai esthétisme, de toute façon le couple a un vrai esthétisme, ils ont fait du coup 3 films, ils ont participé à d'autres trucs où ils faisaient des courts-métrages, mais ils ont fait 3 longs-métrages, si je dis pas de bêtises, ils ont fait Amer, L'étrange couleur de l'âme de ton corps, et Laisser bronzer les cadavres. Et en vrai, ce serait trop bien qu'ils reviennent. Et ce serait trop bien qu'ils reviennent, parce que c'est un couple qui fait beaucoup de bien au cinéma francophone. Ouais, donc, franchement, j'ai vu ce film, du coup, Laisser bronzer les cadavres, et choc barre quoi. Ouais, choc barre de fou. Amico po. La trilogie du dollar de Sergio Leone. Voilà. Bon, est-ce que on peut dire que c'est 3 grands films? Que c'est l'une des meilleures trilogies de tous les temps. C'est une des meilleures trilogies de tous les temps, que Le Bon, La Beauté et le Truand est un exemple de cinéma, que chacun de ses plans est travaillé, que pour moi même c'est un peu, alors c'est mon avis, c'est personnel, mais pour moi c'est le sommet du cinéma, surtout Le Bon, La Beauté et le Truand, parce que c'est un mélange entre l'utilisation d'absolument tous les artifices du cinéma pour en faire quelque chose de grand, donc entre la musique, le découpage, le montage, les personnages, tout se rencontre pour faire des grands films. Même les acteurs. Et les acteurs, bien sûr. Et actrices. Et donc, c'est des films qui, surtout, comme je disais, Le Bon, La Beauté et le Truand. Mais, voilà, moi je trouve que c'est des 3 grands films. 3 grands films. 3 films vraiment importants pour l'histoire du western et aussi du cinéma. Western Spaghetti, bien sûr. On va parler d'une nouvelle trilogie. Une autre trilogie. La trilogie Cornetto. Et j'ai vu quelqu'un sur Twitter, quand j'ai posté la photo de la collection d'Alexandre, qui a dit la trilogie Cornetto m'a tout de suite intrigué. Vas-y, voilà. parle-en bien. Parle-en bien. Vas-y. J'en parle. C'est 3 films cultes, en vrai. Les 3 sont cultes d'une certaine manière. Un peu moins le dernier. Même si je vois pas mal de gars sur Twitter commencer à dire que vraiment c'est leur préféré et tout, et c'est mon cas. Moi, mon préféré, c'est Le Dernier Peuple avant la fin du monde, ouais. C'est par celui-là que j'ai commencé la trilogie, c'est un soir comme ça, je connaissais pas du tout à l'époque, donc je vais avoir 14 balais ou 13 balais, je connaissais pas du tout le travail d'Edgar Wright, et donc je me mange ça un soir tout seul dans ma chambre. C'est super triste. Sans mes potes. Sans rien, tout seul. Je me suis pris une tarte, parce que les films sont très drôles, sont très inventifs. Je pense que tout le monde est un peu familier. Oui, voilà, le cinéma d'Edgar Wright quand même est assez connu. Et moi, mon préféré d'Edgar Wright, c'est Last Night in Soho. Mon préféré de la trilogie Cornetto, c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde, parce que là où je reconnais des qualités vraiment techniques et des qualités d'humour dans les 2 précédents, à savoir Shaun of the Dead et Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde me touche vraiment. Je trouve les personnages super touchants. Gary the King est vraiment super touchant, et pour moi, c'est l'un des meilleurs rôles de Simon Pegg, vraiment. Donc j'aime beaucoup la trilogie, plus particulièrement Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est bien, si vous voulez vous mettre. Pour le coup, c'est des vrais films matés entre potes. Quoi. Ouais, matez-les entre potes. J'avais montré Hot Fuzz et Dernier Pub à la fin du monde à. Je sais pas si t'étais avec nous ou pas à ce moment-là, mais avec Greg et tout, on avait maté. J'ai vraiment suivi d'un pote qui était en train Greg, qui était en train de se taper une énorme barre. Ah si, j'étais là, ouais. Il est tombé par terre de rire. Dédicace à Greg, qui ne regardera pas cette vidéo. J'aime bien parce que depuis tout à l'heure, on fait des dédicaces à des potes qui ne regardent pas la vidéo. Qui ne regardent pas tes vidéos. Et donc en plus, vous avez 3 genres différents. Vous avez le film de zombies, puis après le film policier, puis après le film un peu de
pas trop spoiler, mais un peu de science-fiction. Ouais. Mais justement, c'est ça qui est intéressant avec le dernier pub à la fin du monde, c'est que c'est le plus curieux en fait. C'est celui qui tente le plus de choses vraiment hors sol, alors que les autres restent quand même dans leur des genre. trucs. Voilà. Alors, comédie de zombies et comédie de. Voilà. De films policiers. Bon, bah là, un réal qui je pense, fascine autant que. Et détesté, quoi. Donc, c'est une pratique intégrale ou c'est. Non, bah, c'est pas l'intégrale. C'est pas l'intégrale parce qu'il Mais donc, on a. manque seul contre tous. On a Hunter the Void, Love, Gaspard Noé. Il y a Gaspard Noé. Il y a Gaspard Noé à l'intérieur. Il est là, tu ouvres là. Climax, Vortex. Je pense qu'il n'y a pas un seul film de ce réal, du moins ceux que j'ai vus que je n'aime pas. Mon préféré c'est Climax, évidemment. Faut que je vois Vortex, absolument. Vortex est vraiment bien, c'est pas celui que je retiens forcément le plus de sa carrière. Moi je retiens surtout Hunter the Void. Mais en fait je retiens tous ses films parce que tous ces films sont bien, tous ces films sont intéressants, mais en tout cas ils me parlent tous. Même Love qui est assez décrié, beaucoup disent que c'est un porno facile. Moi je trouve que c'est un film qui a une maîtrise de la construction de son scénario qui est fabuleux. Donc Love est super, Climax et on l'avait vu au cinéma ensemble. Ouais, on avait vu au cinéma ensemble, on avait vu ce film le même jour que The House that Jack Built, je crois. Non, je crois pas, parce que The House on l'a fait le même jour que First Man. Ah non, Climax c'était le même jour que La Nonne. La Nonne, un autre truc encore. Mais ouais, Climax, moi ça me fout une tarte parce que je trouve ça d'une telle maîtrise et français et fier de l'être, quoi. Un film français et fier de l'être. Un film français et fier de l'être. Let's go, Cocorico. La fameuse trilogie. Le Parrain. Je suis pas cinéphile. J'ai pas vu Le Parrain. T'as pas vu donc, Le Parrain. je suis pas cinéphile. Bah je suis à moitié. Je suis désolé. Je suis à moitié cinéphile parce que je n'ai pas vu le troisième. Quoi? T'as vu ta chaîne? Ah, je te donne ma chaîne. Bah mec, j'en m'en savais pas beaucoup. J'ai pas vu le 3. J'ai vu que le 1 et le 2. Le 3 qui est assez décrié. Le 3 qui est assez décrié, que j'ai d'ailleurs aussi en double parce qu'il a eu beaucoup de problèmes, je crois, et donc il y a eu une nouvelle édition refaite par Coppola, remontée par Coppola, où des scènes, je crois, changent d'emplacement et tout. Donc, mais bon, Le Parrain, c'est culte. C'est culte, quoi. Mais je vais les voir normalement cette année, donc je vous ferai un retour sur les réseaux de ce que j'en ai pensé. Bon, bah, tu vois, Climax, finalement, dans son édition. Climax dans son édition solo, que j'ai aussi et que je vous avais présenté dans une précédente collection de DVD Blu-ray, mais je vous en montre quand même parce que c'est une super belle édition. Super cette édition. Voilà. Ouais, non, c'est. D'ailleurs, on l'a pas dit, les films de Gaspard Noé, pas devant tous les yeux, les cocos. Hein, Ah, parce bah, que... aucun ouais. dans tous les yeux, voilà. Aucun. Même Vortex, qui sont entre guillemets sont devant plus gentils. aucun yeux. Ne regardez pas ces films. Bah, Halloween, bon, bah, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand film? Oui, donc je pense qu'on peut dire que c'est un grand film. Édition super belle du premier opus. Ouais, moi, j'aime beaucoup le premier opus qu'on avait découvert ensemble en Irlande. Ouais. Donc, c'est une édition très très belle. Et voilà, avec un petit livre à l'intérieur. Un petit livre à l'intérieur, donc j'ai le 2 et le 3 là-haut, mais je rappelle que je n'ai pas voulu que je parle des films que je n'ai pas vus. Et donc ils sont là-haut. Je n'ai pas voulu. Il n'a pas voulu. Et donc j'ai le 2 et le 3 que j'ai pas encore vu, j'attends de faire vraiment l'intégrale de tous. Donc ceux de Rob Zombie. Ceux de Rob Zombie sont cool. Ceux de David Gordon Green sont cool aussi. Moi j'aime beaucoup le 3 qui est très décrié. Ouais, c'est décrié ça. Et Halloween 3. Le premier Halloween 3 ouais. était aussi très décrié. Oui, parce qu'il changeait radicalement de. Parce qu'il n'y a pas Michael Myers, quoi. Donc bon, c'est. Il était en vacances, oh, c'est bon! C'est bon. Il a droit. Ah ouais, non, mais là. Bon, je crois que tu l'as déjà planté ça. Je l'avais déjà présenté, mais donc voilà, on devait être sur le film. Bah, Avatar 1 est super. Avatar 1 est super parce que. En gros. Parce que Non, mais j'ai pas les mots. C'est très bien, moi je préfère le 2, mais. Je préfère pas le 2. Ça c'est sûr pour le coup, je préfère pas le 2. Donc Avatar 1, bah, c'est très bien pour toutes les raisons, l'histoire des personnages, l'univers, la réalisation de James Cameron. La mise en place de l'univers. La mise en place de l'univers, qui du coup continue dans le deuxième, la mise en place de l'univers. Ouais. Et il a dit que c'était la dernière fois qu'il mettait vraiment en place son univers, et dans le troisième ça devrait bouger. Là apparemment dans le troisième il y aura le peuple des cendres. Ouais, qui sera... Le peuple du feu, qui va forcément mettre encore en place son univers. Comme ça, gueule alors. J'arrêterai de mettre en place mon univers dans Avatar 19. Mais en tout cas, le 3 m'intéresse parce que ça va apporter un côté un peu non manichéen, à mon avis. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les films sont très manichéens. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le 1 comme le 2, c'est des films très manichéens, donc c'est pas non plus grave d'être manichéen, de voir méchant et gentil, mais c'est vrai que, vu l'évolution du cinéma actuel... Oui, c'est une formule qui commence à être un petit peu épuisée. On accepte de moins en moins le manichéisme, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu dommage, donc du coup, les deux premiers le sont, normalement le troisième, lui-même l'a dit, hein, d'ailleurs, lui-même l'a dit, ça devrait être moins manichéen. Un super film. Le cabinet du docteur Caligari, que je n'ai pas vu mais que je meurs d'envie de voir. Une très belle édition de Potemkin encore. Expressionnisme allemand. Donc bien sûr, film qui est à l'origine de beaucoup de réalisateurs, qui a inspiré beaucoup déjà Tim Burton. Oui, évidemment. C'est un film qui... Alors moi, quand je l'ai vu, j'ai eu la chance parce que je m'étais rien fait spoiler du tout du film.
Ok. Et le film a son lot de surprises. C'est-à-dire que alors, moi je suis très très mauvais pour deviner les twists. C'est-à-dire que souvent je me fais très vite piéger par les twists d'un film. Rarement je me dis ah mais ça s'est passé comme ça et tout. Certains films ça m'arrive. C'est comme ça et non. Mais en fait souvent je me dis, je me prends le twist dans la gueule. Donc ça se trouve pour beaucoup le twist de Caligari était prévisible. En tout cas moi. Je savais même pas qu'il y avait un twist, tu vois. Voilà, bah écoute, tu le sais. Merci mec, Je super. suis super heureux d'avoir spoilé le film. Le film est bah, un esthétisme impressionnant. De toute façon, on avait aussi vu Faust, qui est alors pas du même réal que mais qui aussi travaille. Mais Faust, oui, il travaille aussi. L'expressionnisme allemand. Les Faust, c'est incroyable. Vraiment, Faust, j'adorerais avoir une édition physique de ce film qui est juste fou dans son ampleur pour l'époque. C'est. Voyez Faust, voyez du Murnau, pitié. Donc, Murnau, bah, en tout cas pour ce qui est de Faust, il y a une édition Potemkin en DVD. Mais je crois que c'est pas encore. Je rêverais que c'est d'une belle édition comme il y a eu à la Métropolis. Ouais, il y a eu une pour belle Nosferatu, édition. parce que Pour Nosferatu, ça c'est voir Nosferatu, JB ne veut pas que je parle des films que j'ai pas vu. Donc elle est là-haut aussi. Mais en soi, tu peux, mais. Non, mais voilà. c'est pas ça, mais j'ai bon l'édition, elle est C'était là-haut. juste pour pas qu'on vous offre un contenu, on est en mode tous les deux. Trop long quoi. On n'a pas. Non, mais vu. surtout, hein, déjà que la vidéo risque d'être longue. Ouais, la vidéo risque d'être très très longue. Je sais pas à combien on est là, mais. Bon, alors. Je l'ai aussi cette édition. On va parler maintenant de la saga qui fâche. Star Wars, le réveil de la force, on parle de en Star édition Wars. 3D, très belle édition. On parle juste de la saga qui fâche. Et la saga. Bon, il n'y a pas le 8 et le 9. Il n'y a pas le 8 et le 9 parce que je n'ai pas le 9 parce que le 9 c'est nul. Mais j'ai le 8 parce que le 8 c'est très bien. Le 8 est Et. l'un des meilleurs Star Wars, L'un si des ce n'est meilleurs Star le Wars. meilleur. Et- Allez, c'est ciao. Putain, on n'a plus de viewers. Ah, trop ouais, bien. c'est super, mais écoute, restons entre fans de Star Wars 8. Bah, Star Wars, on va pas parler de Star Wars. hein. Bah, Je pense j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Enfin, pour moi, le 1 est sympathique, le 2 est naze, le 3 est moyen, le 4 est cool, le 5 est trop bien, le 6 est vraiment très cool, le 7 est sympa, et le 8 est genre trop bien, et le 9 est moyen. Quoi. Bah, moi j'aime pas le 1, j'aime pas le 2, j'aime vraiment bien le 3. Le 4, je l'aime pour le coup beaucoup. Voilà, c'est le début de la saga qu'on connaît, et donc forcément il y a un affect. Il y a un effet nostalgique qui va avec. Le 5, pour moi, c'est vraiment un exemple de film de blockbuster. C'est un mélange parfait entre traiter ses personnages, avoir des thématiques qui collent aux personnages, et ne pas vouloir, même si c'est ce que j'en parlais avec Dieu. Avec Dieu. C'est que c'est un film qui, pour autant, même si ça se passe dans l'espace, même si ça parle de Dark Vador, ça reste quand même un film qui va avant tout se mettre sur ses personnages, sur leurs Prendre émotions, le temps et. sur ce qu'ils vivent, et finalement avoir un enjeu qui est juste la fuite. Oui, L'enjeu comme du film, dans le 8. Ouais, c'est ça. Oui, comme dans le 8. Où finalement l'enjeu c'est pas juste de sauver la galaxie ou tout ça, c'est juste de sauver sa peau. Et Ouais, donc, ouais. ça fait des enjeux finalement beaucoup plus humains. Nous en tant que spectateurs, avoir des enjeux trop grands, on en parlait justement hier avec Dieu. On parlait du film, un film que JB adore, Les Éternels. Oh Et putain. on parlait des Éternels de Chloé Zhao. Et on disait que, moi en tout cas, le plus gros problème que j'ai avec Les Éternels, c'est que c'est un C'est que c'est de la merde, mec, c'est. Ben voilà. Non. Le plus gros problème que j'ai avec Les Éternels, c'est que c'est pour moi un film qui se doit être un Marvel, donc se doit d'être. Il faut sauver l'univers, il Ouais. faut sauver la galaxie. Alors qu'on avait un potentiel d'un film qui aurait pu parler juste de ces personnages et d'avoir juste leur relation entre eux, mais finalement, il y a un début de piste pour finalement tout gâcher et se dire ah non, en fait, il faut sauver la galaxie d'un truc de 800 Ouais, et puis km. aussi le truc que c'est filmé comme un téléfilm, Bon, après, ça c'est. avec du budget. Alors, ça, c'est une édition DVD de. Fight Club. L'édition est super belle. Très belle. Pareil, en fait, c'est des trucs. Exemplaire en tout point, Fight Voilà, il n'y a Club. plus rien à dire sur des films comme ça, tout, Oui. tout le monde les a vus. Soit on les adore, soit on les déteste, pour des raisons qui sont propres à chacun, mais bon, Fight Club en tout cas pour nous c'est vraiment grand. Quoi. C'est très très grand, très bien. Même si le meilleur film de Fincher, c'est l'histoire. Non, c'est Benjamin Button. Benjamin Button. Moi, son meilleur film que j'ai eu pour l'instant, c'est Seven. Une autre saga très connue, Harry Potter. Bah, Harry Potter, c'est une saga qui vit en même temps très bien, en même temps très mal dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est une saga, je dirais, pour moi, qui est beaucoup trop surcotée dans le sens où on les compare à des sagas comme Les Seigneurs des Anneaux ou Star Wars, qui pour moi, c'est pas du tout le même niveau. Même en termes de cinéma, quoi que ce soit, c'est pas du tout le même niveau. Mais j'ai grandi avec les personnages, toi encore plus que moi avec les personnages. On a grandi avec eux, on les a vus. Ouais, on les a vus grandir, ce qui fait que forcément il y a un affect, qui fait que même les plus mauvais de la saga, comme qui sont pour moi le 4, le 5 et le 6, même ceux-là qui je trouve ne sont vraiment pas des bons films, on a quand même un plaisir à les regarder. Quoi. Ouais, on a ouais. quand même un plaisir sur les aventures de Même si moi, je trouve Hermione. le 6 très bien. Non, moi je trouve que c'est de la merde, mais je trouve que c'est pas un bon film, mais en soi, même dans son côté nul, Il y a du plaisir. je trouve qu'il y a un plaisir de juste d'être avec ces personnages pour moi. Ouais. Quoi. Et j'aime bien la photo du film. La photo du 6 est très belle, signée Bruno Delbonnel qui a notamment bossé avec Jean-Pierre Jeunet. Le Hobbit.
On commence par On le enchaîne Hobbit. les sagas là. On commence par le Hobbit parce que, bon, j'ai le Seigneur des Anneaux aussi qui est en 2 exemplaires, je l'ai en DVD et en 4K Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit, je les ai en 3D. Et j'ai un amour fou pour le Hobbit, qui est surtout pour le 3e opus. Parce que c'est pareil, c'est des blockbusters où, je sais pas si, bien sûr, je pense que tout le monde qui a la vidéo a vu le Hobbit. Oui, oui, oui. Mais je sais pas si vous avez vu les bonus du Hobbit, je sais pas Qui si sont ça- incroyables. Voilà. Je sais pas si vous avez vu comment ces films ont été faits, c'est-à-dire en loose D. Mais oui. C'est-à-dire, on voit, ce qui est très très drôle, c'est de voir un réalisateur aussi grand que Peter Jackson sur son plateau de tournage à plus de 200 millions de budget, et de se dire, je sais pas ce que je fais en fait. Mais il y avait aussi un peu ça sur le Retour du Roi, où t'as Oui. une image making of, où t'as les gens qui bossent sur les effets spéciaux qui se pètent le crâne sur la Ouais. table en mode j'en peux plus. Mais c'est un peu la méthode Peter Non, c'est Jackson. Peter Jackson, en tout cas pour ces films-là, lui, il a été vraiment. Je pense que c'est des films qu'il a enfanté dans la douleur, vraiment le Hobbit, ça Ouais. se voit. Mais pour Comme Ian autant. McKellen qui. Ouais, qui a pété un câble sur le tournage du premier et tout. On voit les acteurs qui viennent sur le tournage du film parce que les trois étaient tournés en même temps. Et on voit vraiment parfois Martin Freeman qui arrive et qui fait on est sur le 2 ou le 3 là. Vraiment, ils savent même plus quel film ils tournent, mais en même temps, ça rajoute au charme des films. Ouais. Et un Peter Jackson dépassé explose la moitié des films actuels. Totalement. Moi, j'ai un peu de mal avec la construction et le mélange de style du Hobbit 1. Le Hobbit 2, le style est calibré. Voilà. Non, il a choisi son style, mais la construction est toujours pas folle. Par contre, le 3, je trouve que c'est vraiment un blockbuster ultra plaisant. Généreux. Ouais, ultra Très généreux, généreux. En tu version kiffes. Les scènes de décès de certains personnages sont très touchantes et moi, m'impactent toujours autant. Et surtout, c'est tellement généreux et tellement plus abouti que la plupart des blockbusters actuels, malgré le fait est que ça a été fait On a la douleur. dans la douleur et dans l'incompréhension de certaines choses, mais ça a été fait avec du cœur en fait. Ouais, c'est surtout. ça. Et du Et- coup, on le ressent. Faut vraiment C'est mater, des faut vraiment blockbusters avec les des mater. défauts, mais voilà. Faut vraiment les mater en version longue, surtout le 3. Ouais, Le c'est- 3 en version longue, c'est encore plus de plaisir C'est- gore et il revient un peu à son Ouais. gore absurde de ses premiers films qu'il a fait, donc de Brain Dead et de Bad Taste qu'il a pu faire avant le c'est Seigneur des Anneaux. en dessous, évidemment, du Seigneur des Anneaux, mais ça reste quand même. Peut-être qu'à l'époque, on les critiquait en mode oh là là, il y a tellement de problèmes et tout, mais franchement, quand on regarde ce maintenant. qu'on a maintenant en termes de blockbuster et qu'on re-regarde le Hobbit, on se dit bah putain, l'époque. Bah merci. Hein. Putain, merci beaucoup. Donc bah du coup, on peut passer à son grand frère. D'ailleurs, j'en profite juste, je fais une petite aparté. Voyez Lovely Bones de Peter Jackson, c'est un film absolument immense avec un geste de cinéma cataclysmique avec Saoirse Ronan qui joue dans notamment Lady Bird, Les filles du Dr March. Voyez Lovely Bones, c'est fou. Dans mes veines à jamais. Mais Voilà. n'envoyez pas les divers par contre. Donc voilà, les trois Bah, Seigneurs des Anneaux dans des éditions très belles qui sont pareilles mes parents. J'aurais tout volé. Oh là là, J'aurais le tout voleur. volé, J'aurais tout volé, mais merci hein, parce que les éditions elles sont là du coup le 1, 2 et 3. Bon, pareil, sans doute tout a été dit, tout le monde les a vus, c'est des grands films, c'est une des plus grandes trilogies du cinéma de divertissement. Pour moi, c'est l'une des meilleures trilogies tout court. Bon, en tout cas, je dois dire qu'en tout cas, en termes de cinéma de divertissement, de ce que j'ai vu, de ce que je connais, c'est une des meilleures. Et pour moi, le meilleur, c'est le 3 et pour toi, c'est le 2. C'est le 2, mais le 3, le 3. Et d'ailleurs, on les a vus au cinéma au Grand Rex ensemble. Il m'avait fait son Marrant. cadeau avec mon ex pour Ouais. mon anniversaire et c'était la meilleure séance de ma vie. Et on m'a volé mon téléphone. Ouais, on t'a volé Voilà, ton au téléphone. KFC. Ouais. Bah Et voilà. je les ai revus au cinéma ensuite, Oui. en version longue, restaurée 4K avec mon pote Michel. Michel, si tu Oui, regardes c'était cette avec Michel vidéo, que tu les avais vus, coucou, pour ça. je t'aime mon frérot. Voilà. Bah ouais, coucou Michel, c'est bon. Ouais. Bon, Ensuite- bah, Tarantino. Tarantino Donc du coup, c'est une édition qui contient... Kill Bill 1, Kill Bill 2, Pulp Fiction, Jackie Brown et ça, Sextape. Ouais. Bah bon, en fait, pareil, tout a été dit sur T'as dit vraiment et bah bon, c'est de la Non, merde. non, mais en fait, c'est juste des films où Tout a été tout dit. a été dit. Les Kill Bill, c'est des films que tout le monde a vus. Pulp Fiction, bien sûr. Jackie Brown, c'est un peu moins culte, mais ça reste comme un film que beaucoup de gens ont vu. Très intéressant. Moi, j'ai un peu moins d'affect pour Jackie Brown, parce que pour moi, c'est celui que j'aime le moins. Après, les deux Kill Bill, j'aime beaucoup le 1 et j'aime surtout beaucoup le 2. Et ben moi, je préfère le 1. Bah, Parce que le 2, je trouve que ça parle trop longtemps. moi, non, parce que moi, j'aime tellement ces dialogues que ça me dérange Ouais. pas. Mais en fait, c'est le 2, c'est le premier Tarantino qui m'a vraiment réussi à m'émouvoir. C'est-à-dire Ok. qu'effectivement, je vais pas chercher ça, je vais pas du tout chercher ce genre de choses sur Tarantino. Mm. De base, je cherchais un côté régressif, violent, Ouais. des histoires de vengeance, machin. Et donc là, dans celui-là, on y trouve une histoire de vengeance, bien sûr, c'est Kill Bill. Mais en plus de ça, on y trouve une émotion dans la fin, qui je trouve est un départ pour le personnage de Bill qui est vraiment super. Ok. Donc, Ouais, je comprends, ouais. le 1 qui est jouissif as fuck, quoi, la fin du 1 est Non, mais incroyable. et bien sûr, le 2 est plus émotionnel et plus western dans l'âme. En fait, le 2, il s'est carrément plus lâché, mais pour moi, à force de trop se lâcher, il a oublié parfois une structure
forte, quoi. Ouais, il est plus dispersé. Après, on a Pulp Fiction, donc toi, t'es pas un grand fan. J'aime de bien Pulp. Pulp Fiction. Bah, Pulp, moi, c'est un des premiers Tarantino que j'ai découvert avec. Bah, j'ai commencé par lui, c'est le pas. Et après, je suis allé sur Pulp Fiction, donc j'avais 14 piges aussi. Bah, Pulp, c'est pareil, j'ai un amour pour ce film parce qu'en plus, c'est mon père qui me l'a montré, c'est mon père qui m'a dit. Oui, il y a un affect. Il y a un affect en plus parce que lui, il adore Pulp Fiction, donc il me l'a montré en me disant, bah, tu vas regarder un film qui, moi, m'a marqué à l'époque quand je l'ai vu. Et donc, c'est un film pareil, un peu générationnel, je pense aussi, qui a marqué une génération quand il est sorti. Maintenant, des générations qui le découvrent maintenant, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gens qui, effectivement, trouvent que c'est horriblement surcoté. Qui trouvent que c'est pas du tout un bon film, d'autres qui trouvent ça juste surcoté, qui trouvent que c'est pas un peu comme toi, c'est bien mais c'est pas incroyable. Oui, voilà. Et il y en a comme moi qui trouvent que ça reste quand même un grand film et un de ses meilleurs, même si j'ai une préférence pour Once Upon a Time in Hollywood, lui Salopard et même Django, même je préfère Django aussi. Donc, on va passer à une trilogie, une saga que j'ai vue en entier. Et c'était compliqué, hein. Il m'en a fallu du courage. Mais tu as été récompensé parce que tu as un badge sans critique. Pour la saga Hellraiser, alors moi je vais passer vite dessus, j'aime beaucoup le 1, même si je lui trouve quelques imperfections. J'adore le 2, mais l'univers, la façon dont il est développé, les visuels, tout est trop bien. Et le 3 est trop drôle, mais c'est pas très bon. Et après j'ai pas vu, mais il y en a eu 11. Il y en a eu 11. Hellraiser c'est 11 films. C'est 11 films, on va dire, sur les 11, c'est... allez, 8 films de souffrance. 7 films de souffrance, 8 films de souffrance, c'est-à-dire que le 1 est vraiment bien, il a ses défauts, mais Clive Barker avait vraiment une envie de faire se tirer de ses livres à lui, c'est-à-dire qu'il adapte son propre roman, et il a une envie de cinéma d'horreur, envie d'esthétique visuelle, ses personnages avec un esthétique sadomaso, donc il y a une vraie envie de cinéma un peu cracra, un peu crado d'horreur qui marche vraiment bien. Le deuxième, il prend toutes les bases du premier pour les emmener encore plus loin et travailler l'univers des antagonistes, donc les Cénobites. Quand on va justement dans cet univers-là, c'est un univers qui est visuellement impressionnant. Et c'est très kitsch, hein. Oui. Parfois ça peut être un peu ridicule dans les dialogues, dans certains visuels, mais moi j'aime tellement en fait à quel point ils y vont à fond, que ce soit dans le 1 et encore plus dans le 2, que du coup je suis fan. C'est le... Et le remake, il est pas mal. Non, c'est ça. T'as le 3 après qui, effectivement, comme m'a dit Jean-Baptiste, c'est marrant à se mater. Quoi. En fait, ils ont été créatifs. En fait, c'est un gros film d'action, 3. Ouais. C'est un gros film d'action avec des Cénobites avec des designs assez créatifs. Il y en a un avec des scellés dans la gueule. Voilà, il y en a un où il a une tête de caméra. Donc, ils sont vraiment amusés dans les designs des monstres. Ouais. Mais ça joue très mal. C'est clairement pas un grand film. Mais ça se regarde. Et c'est dommage parce que ça aurait pu faire une bonne trilogie en fait. Ça se regarde. Mais c'est surtout qu'après. Certains scénarios n'étaient pas des scénarios de Hellraiser de base, mais ils les ont récupérés pour les transformer en scénarios de Hellraiser. Voilà. Le 4 se passe dans l'espace, déjà pour vous dire. Le 4 une partie se passe dans l'espace. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc le 5, c'est le premier film de Scott Derrickson, connu pour son Doctor Strange, ou c'est Sinister. Black Phone. Black Phone que j'ai pas vu. Mais donc voilà, et après le 6, 7, 8, 9, 10, c'est des catastrophes. Il y en a 11, non? Mais oui, et le 11, je crois. Attends, je sais plus. Je crois qu'il y en a 11 et ensuite il y a eu le remake. Le remake, le reboot remake. Qui est pas mal, moi je trouve. Et pas mal. On sent qu'il y a un vrai respect de l'univers de Barker. On passe pas peut-être de persos assez insipides, d'un truc pas tellement fou. Moi je suis tellement pris par les idées de mise en scène. Ouais, c'est ça. L'univers est plutôt bien repris, plutôt bien réinventé. Le cinéma principal, Pinhead est bien réinventé aussi. Bien réinventé aussi. Parce que cette fois-ci c'est une femme. C'est une femme et ça marche vraiment bien. Donc pour le coup, le film a des bons éléments pour se défendre, on va dire. Ça, franchement, c'est pas un simple remake, reboot un peu nul. Il trouve son argumentaire pour avoir un truc assez bon quand même. Donc... Ensuite. J'ai tout cassé. T'es complètement en train de niquer ta truc. Ouais, je suis en train de niquer mon édition, puis en plus c'est une belle édition. Donc de Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer. En 4K. Michael Cimino. Je le dis de manière dégueulasse, mais très grand film sur l'avant, pendant, post-guerre du Vietnam. Effectivement un événement qui a, on sait tous, marqué grandement les États-Unis. D'ailleurs, concernant la guerre du Vietnam, avant, pendant et après, vous voyez aussi l'échelle de Jacob. Ouais, l'échelle de Jacob. Vachement bien. Qui est une approche très différente, une approche plus horrifique de la guerre du Vietnam, mais là c'est une approche plus dramatique. Mais ça marche vraiment bien, le film est pareil, je pense que t'es moi aussi, je crois que tu l'as pas vu dans le jeu de l'enfer. Non, je l'ai pas vu encore. Mais c'est pareil, c'est un film qui est moi parce que c'est. Mais je vais le voir au cinéma en fait. Moi j'ai eu la chance de le découvrir au cinéma, au Grand Action. C'est quand même un grand film quoi, c'est vraiment un grand film qui a marqué son époque, qui a marqué moi surtout l'époque de mon grand-père, donc c'est mon père qui m'en avait parlé, qui m'avait dit il faut vraiment que tu fasses ce film. Et j'étais allé au cinéma, je l'ai découvert, je me suis pris la baffe comme mieux. C'est un film qui dure longtemps, non? Il dure
3 heures et quelques. Ouais. C'est un beau bébé. Ouais. Mais un bébé qui se Qui est violent, quoi. Ouais, voilà, un bébé qui me parle mal, tu vois. Mais j'aime bien qu'on me parle mal comme ça, tu vois. Alors, bon, on va pas en parler de la Pierre des Caraïbes, parce que j'y en 4K. Je les avais en Blu-ray, ils sont sortis en 4K. Première chose que je fais quand je vois que ça sortent en 4K, les prendre, bien entendu. Évidemment, je les ai pas vus en 4K, mais à mon avis, ça doit envoyer de la balle. C'est très cool, Dieu les a découverts en 4K avec moi. Et il a bien kiffé. Ok, c'est lequel son préféré Le 2001 Odyssée de l'espace, je ne veux rien entendre. L'un des meilleurs films de Kubrick, l'un des meilleurs films de tous les temps. On l'a découvert au cinéma ensemble, dans une version restaurée par Christopher Nolan, c'était absolument dingue. Ce film a tellement pas vieilli en termes d'effets spéciaux, en termes de tout, en termes de rythme, en termes de tout ce que ça propose. C'est un chef-d'œuvre immense, voyez-le, pitié, voyez-le au cinéma. Je comprends, oui, voyez-le au cinéma surtout. Parce que déjà, si vous le mettez sur un PC dans votre chambre, vous allez trouver ça nul. Franchement, Ouais, vous allez vous faire chier, quoi. Avec le téléphone à côté, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment. Trouvez-vous un moment, parce que c'est un film quand même qui dure 2h30, je crois. Ouais, bien 2h30. Je l'ai vu en ciné-concert, au Grand Rex, et c'était vraiment très cool aussi. Juste le truc dommage, c'est que c'était pas en grand large, mais en même temps, je comprends. C'est compliqué, quoi. Mais c'est un film qui, comme disait JB, a pas pris une ride dans ses effets spéciaux. Mais après, voilà, c'est sûr que c'est un film qui a inspiré toute la science-fiction que vous connaissez actuellement. Oui. Donc forcément. Star Wars, voilà, il y a des trucs dans 2001, tu te dis, oh, Monsieur les Destroyers All inclusive, camping 1, 2 et 3 2001, c'est à la base de ça. Voilà. C'est un film qui, faut vraiment le découvrir dans de bonnes conditions. Soit vous le prenez en 4K, vous le mettez chez vous sur une grosse télé. Dans le noir, avec le téléphone en mode avion. Le téléphone il est pas avec vous, il est dans une autre salle, il est dans une autre pièce. Voilà. Vos parents ne sont pas avec vous. Les pauvres parents. Les parents ne sont pas avec vous. Voilà, tu veux juste baiser. Voilà. Mais non, mais arrête de dire des... Je vais... Comment veux-tu que je monétise ces vidéos après Toujours pas de monétisation. Ouais, c'est vrai. Donc mais voilà, c'est grandiose. C'est comme Blade Runner. Voilà, découvrez-le au cinéma ou découvrez-le dans de très très bonnes conditions. Lumière éteinte, sur une très bonne télé, sans le téléphone. Mais je pense que beaucoup de gens connaissent en fait. Beaucoup de gens connaissent. Voire plus que 2001. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, voire plus que 2001. Ils sont très belles. Qui l'aiment pas. Oui, non, je comprends. Lilou. Tu n'aimes pas. Voilà, dédicace à toi. Tu ne regardes pas la vidéo non plus, mais tu n'aimes pas le film. T'imagines si on est obligé de. Quand on fera la pub de la vidéo, de. Tu les mentionnes tous. Ouais. Hey les gars, on a dit votre nom dans la vidéo. allez, s'il vous plaît. Voilà, et on vous a pas dit quand c'était, comme ça vous êtes obligé de tout regarder. Il y a un petit livre aussi. Ouais. Sans cette édition. Mais je l'ai aussi, c'est toi qui me l'as offert, comme celle de 2001. Il y a beaucoup de différentes versions du film qui sont dans cette version-là. Si vous pouvez essayer de choper cette version-là pour découvrir le film, prenez-la parce qu'elle est vraiment en top et les restaurations. Alors, tout n'est pas restauré en 4K. Non, mais les restaurations qui ont été effectuées sont vraiment bonnes. Mais ça marche vraiment bien. Impitoyable donc de Clint Eastwood avec Clint Eastwood. Et pas vu Impitoyable. Pas vu Impitoyable, moi j'ai vu Impitoyable. Il y a un petit livre. C'est un film qui est pas du tout comme ce que j'imaginais. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'ai découvert un film qui, moi j'attendais un film super sombre, giga dark, obscur. Parce qu'on m'avait vendu comme étant un film crépusculaire, ce qu'il est. C'est-à-dire un film qui marque un peu la fin du western. Pour autant, on n'empêche pas une certaine dose d'humour dans le film qui est ajoutée par le personnage de Morgan Freeman, qui va apporter une petite touche en plus d'humour et en fait ce côté un peu plus réaliste. Les cowboys sont entre guillemets un peu moins iconisés que dans les films de Léon, où il y a la figure du cowboy, l'homme au poncho et des trucs comme ça, où ils sont effectivement là on iconise le personnage. Là c'est un personnage qui est plus vieux, qui a vécu plus de choses et qui en fait qui arrive vers la fin. Ça parle en même temps de la vie de Eastwood. Et donc c'est un film là-dessus qui traite aussi de la violence et c'est un film qui se veut avoir une démarche plus réaliste. Ok. Je l'ai pas vu mais ça m'intéresse du coup. Donc c'est quelque chose de très très bien. Le jour de la bête de Alex de la Iglesia, c'est une des meilleures comédies entre guillemets d'horreur parce que c'est pas vraiment une comédie d'horreur non plus. C'est l'histoire, pour être très clair, je crois que c'est un prêtre qui a vu que l'apocalypse allait arriver, et donc pour l'empêcher, il commence à faire plein de conneries pour se faire remarquer par l'antéchrist pour qu'il se parle et tout, et donc finalement donc tu commences, c'est une intro, c'est derrière dans la rue, il donne des coups, des chariots, des trucs comme ça, il va être méchant et tout, mais ça marche pas trop parce que c'est un prêtre, donc du coup il n'y arrive pas, et donc le film en plus va rajouter d'autres personnages, un présentateur de JT et tout, et il arrive à avoir un humour très fort et un peu noir quand même. Et donc le film traite merveilleusement bien d'un sujet comme mettons l'apocalypse machin, avec beaucoup d'humour et c'est super bien fait. Gatsby, magnifique, j'adore le cinéma de Baz Luhrmann, il est incroyable, Moulin Rouge c'est trop bien, Elvis c'est trop bien, Gatsby c'est trop bien, voyez. En gros c'est ça. En gros, j'ai un amour inconditionnel pour Gatsby. J'ai lu le bouquin tout récemment pour voir un peu si c'était très similaire au s'il y avait des différences. Le film est très similaire au livre. Si vous n'êtes pas familier du cinéma de Baz Luhrmann, ça
parle ou ça parle pas, pour beaucoup c'est du mauvais goût. Mm. Pour d'autres c'est, comme nous, du grand cinéma. Oui, pour nous, moi j'adore. Hein. Moi je suis un gros fan de Roméo plus Juliette. J'ai pas vu, Je suis putain, un j'ai tellement envie. gros fan de Moulin Rouge. Je trouve comme prendre moins bien que Roméo plus Juliette, mais je trouve que le Moulin Rouge c'est très bien. J'aime beaucoup aussi son premier film Ballroom Dancing, qui est un peu moins connu, mais qui a ce côté très, pas télénovela non plus, mais côté très Disney Channel un peu dans son écriture, Ouais. mais qui en même temps a une énergie, son cinéma a une énergie qui est folle. Elvis, battez-le si vous l'avez pas vu. Ah oui, l'énergie dans le cinéma de Baz Baz Luhrmann, Luhrmann. c'est une énergie propre à Baz Luhrmann, quoi. On la voit pas ailleurs. Pour beaucoup c'est de la merde. Oui, Pour beaucoup c'est tape à l'œil pour ouais, c'est rien, ça. voilà. Pour le coup je comprends vraiment, mais moi quand t'adhères à ce côté-là un peu exubérant, c'est quand même très plaisant quoi, comme film. Donc moi c'est un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Pacific Rim de Guillermo del Toro, j'adore Guillermo del Toro, et Nightmare Alley, c'est trop bien. Non. Merde. Et Pacific Rim, c'est très cool. Voilà. C'est pas mon film Tu vas préféré de pas Guillermo t'en del Toro. sortir tout de suite en disant que Nightmare Alley c'est bien, c'est pas le cas. Non mais Pacific Rim, c'est voilà, gros film de kaiju, Jaeger contre kaiju. C'est pas si bête que ça. Ça explose le Monsterverse. Ça explose le Monsterverse bien sûr, parce que c'était très drôle de voir justement quand Kong versus Godzilla était sorti. Godzilla versus Kong, je sais plus en quelle c'est. Il y avait un gars qui a dit sur Twitter, waouh, franchement on n'a jamais vu ça avant et tout. Ouais. Stephen King avait répondu, matez Pacific Rim. Ouais. Bah oui, matez Oui, Pacific totalement, Rim, parce que c'est juste bien meilleur, bien plus beau. Avec un travail du Voilà. gigantisme bien plus intéressant. Les persos sont un peu, se veulent un peu clichés et tout, mais c'est dans le film, ça C'est marche. efficace, quoi. Et franchement, c'est très cool visuellement. Et en 4K, ça claque. Oui, on n'en parle pas trop de est-ce qu'en 4K c'est bien ou pas, mais la totalité des films là qu'on vous présente en 4K C'est vraiment du bon boulot. sont vraiment, c'est vraiment du bon boulot. Je vais parler avant de ça, avant toi, parce que ça m'énerve Ouais. sinon. Ça va t'énerver. Ça, 1 et 2, donc on a vu le 1 ensemble, on a vu le 2 ensemble. Ouais. Les éditions sont magnifiques par contre. Le 1 est vraiment bien, et le 2 est nul. Je suis désolé. Le 2 va plus loin dans tout ce que fait le premier. Il prend les bases du premier et il les explose à fond pour mettre encore plus d'humour, plus d'horreur, plus de tout, et que ça fasse. Et même la réalisation, je la trouve beaucoup plus. Non. Non, mais je sais que t'es pas fan du 2. Le 2, il a pas tant plus que ça. Toi, t'es pas un grand Bah, fan le du 2 est à chier, quoi. Non, t'abuses. Non, mais si, le 2. T'abuses de fou. Le premier, je l'aime beaucoup, même si à l'époque je l'adorais. Ouais. Vraiment, et j'avais Oui, lu bien. le script original, enfin qui n'a Ouais. pas été repris pour le script qu'on a eu. Oui. Mais le premier est très cool, très efficace. Le 2, c'est l'anti-efficacité. La mise en scène tourne en rond. Ou alors, c'est à peine lisible, c'est 10 fois trop long. Et les personnages sont mal gérés, quoi. Voilà. Ouais, je suis tout Après, il y a d'accord. quand même des idées, oui, mais. Je suis tout pas d'accord. Le Seigneur des Anneaux, du coup. Bah, c'est la trilogie en 4K. Voilà. Je vais pas être. Et la 4K est très intéressante. Parce Pour le que coup, là, il y a j'ai des- peut-être des petites choses à redire. Je trouve que je suis plus fan des couleurs des Blu-ray. Mais la 4K est quand même intéressante. La vraiment. restauration est particulière. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes qui se passent par exemple de nuit dans les films de base, qui d'un coup là, plein jour. Ouais. Donc c'est particulier. Mais C'est intéressant, mais je suis plus fan de. Voilà. Par exemple, la scène marche. de l'attaque de Isengard, la marche des Ents, il me semble que dans les Blu-ray, elle est plutôt de nuit, Plutôt de assez nuit, ouais. bleutée, etc. Et là, on est dans un truc un peu plus monochrome, plus de jour. de jour. Ouais. C'est intéressant, mais ça me plaît moins, quoi. Je sais pas. C'est peut-être parce que je suis très attaché aussi aux éditions de base. Oh, il fait chaud. Ouais. On a fermé les fenêtres Ouais. pour qu'il n'y ait pas de bruit. Il fait chaud. Ah, mes coupos. Mes cocos. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, c'est Mister V, il a envoyé sur son canal Insta un truc qui commence par mes coupos. Et ça nous fume de rire depuis tout à l'heure. Et voilà, c'est la fin de cette fameuse partie 3, les Illustros. On se retrouve bientôt pour la 4e et dernière. Amicoupo. Je sais toujours pas ce que ça veut dire par contre.